Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer des créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Anne-Lise et Marie-Laure du studio iPhone. On parle entre autres de la recherche d'engagement à travers le travail et des représentations humaines dans le motion. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec elle. Bonne écoute. Hello Anne-Lise, hello Marie-Laure, comment ça va ? Eh ben ça va très bien. Salut José, ça va bien, on me disait au niveau du travail. Après, dans la vie, on a connu meilleure période. On a connu mieux, hein. Ça commence à faire long. C'est ça. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, ça fait super plaisir. Merci à toi de nous recevoir. De prendre un peu de temps pour discuter un peu de vous et de votre parcours. Ouais, ça nous permet de faire un petit point, c'est cool. Est-ce que, Anis, tu veux commencer un peu sur ton parcours dans les études et du coup après enchaîner sur le professionnel ? Alors, moi j'ai commencé par un bac scientifique option art plastique. Ok. Ensuite, je suis allée faire une prépa à l'ECV à Nantes. D'accord. Après, j'ai voulu intégrer Olivier de Serres en communication visuelle, mais pour pouvoir y aller, il fallait d'abord que je refasse la mise à niveau publique. Ah oui. Je sais pas si ça a changé aujourd'hui, mais avant, il n'y avait pas de lien entre le privé et le public. Ok. Donc ensuite, 2 ans de communication visuelle à Olivier de Serres. Et ensuite, 2 ans de DSA, communication visuelle et audiovisuelle, à Olivier de Serres également. Et c'est là que j'ai rencontré Marie-Laure. C'est donc là. Yes. Et de mon côté, moi j'ai fait un bac art appliqué. Du coup, ce qui m'a permis de ne pas faire la mise à niveau et de rentrer directement en BTS. Ha ! Voilà, un an de gagné. Et ensuite, mais par contre, je suis pas allée tout de suite en diplôme, enfin DSA, en diplôme supérieur. Moi, je suis allée faire 1 an à Gobelin en motion design. Ok. C'était une section c'était une espèce de licence pro qui durait 1 an, qui aujourd'hui dure plus longtemps, je crois, et qui est beaucoup plus structurée. Et après, je suis retournée à Olivier de Serres, et c'est là que j'ai rencontré Anne-Lise. Yes. Et les gobelins, moi j'ai une image des gobelins qui est hyper, c'est sur concours ou quoi, c'est hyper dur d'y rentrer, non ? Je sais pas trop comment ça se passe. Alors à l'époque, donc en 2011, je crois que ça a changé depuis, mais oui, c'était encore sur concours. Alors il y avait beaucoup moins de monde au concours de motion design qu'au concours d'animation, parce que je crois qu'eux ils sont 3000, nous on était 450, donc okay. Et ensuite il y avait un oral. Ok. Donc c'était quand même un truc assez il y avait plusieurs étapes, etc. Mais aujourd'hui je me demande où ils en sont dans le parcours de recrutement, je ne sais pas. Et du coup, comment s'est passée votre rencontre quand vous étiez dans la même classe ? Vous avez tout de suite... c'était le coup de foudre artistique ? Non, c'était le coup de foudre, si, au niveau du caractère. Déjà, on s'entendait bien. Yes. Et dans le travail, tu fais beaucoup de travail en groupe quand tu es en école d'art appliqué. Et donc, quand ça se passe bien avec les gens, tu le sens assez rapidement. Et sinon, c'est un peu un petit supplice de travailler longtemps avec quelqu'un. Et avec Marie-Laure, ça a été très vite fluide. Et on s'est dit, mais pourquoi ne travaillerions-nous pas ensemble par la suite ? Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on a vu l'annonce des ateliers de Paris. Donc, je ne sais pas si on peut récapituler. Les ateliers de Paris, c'est un incubateur de mode, design et métiers d'art qui permet d'être en résidence pendant 1 an, renouvelable 1 an. D'accord. Donc 2 ans. Et on décide de postuler pour être prise là-bas. Mais pour ce faire, il fallait quand même avoir une structure qu'on n'avait pas, puisqu'on était encore à l'école et qu'en fait, on ne travaillait pas vraiment ensemble. Donc on a feinté un studio de graphisme
On s'est fait un logo, on a fait ça très bien. Et on a rempli un dossier, on a été prise à l'oral. Et là, le gros bluff a commencé là, quoi. Donc ça part d'un bluff. Oh, c'est ouais, ça. clairement. Ouais. Et on a toujours l'impression d'être dans un bluff, d'ailleurs. Mais ça part de ça. Et puis, étant prise aux ateliers de Paris, on n'avait plus le choix. Il fallait bien faire iPhone. Et le concept, c'est que la première année, le loyer, il est vraiment modéré, le loyer d'atelier. Et la deuxième année, il double. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Et du coup, c'est pour vraiment que ceux qui ont développé leur structure restent. Et voilà, ceux qui n'ont pas vraiment réussi en un an laissent la place à d'autres gens. D'accord. Donc tout de suite, en sortant de l'école, on avait non seulement notre loyer d'habitation à payer, mais tout de suite un loyer d'atelier. Oh, la pression. On s'est un peu mis au pied du mur. Donc on n'avait pas le choix. Mais après, les ateliers de Paris, c'est vraiment top en complément de ce que tu apprends à l'école, où tu es plus dans apprendre à créer des concepts, à te faire une culture graphique. Mais ensuite, aux ateliers de Paris, on me dit, voilà, vous avez un métier passion, mais on va vous apprendre à gagner votre vie avec et pas y laisser tout votre temps pour rien gagner. Et donc ça, c'est parfait parce qu'il te parle très frontalement d'argent, ce que t'as pas du tout l'habitude d'avoir à l'école. Et donc ça t'évite pas mal de problèmes. Oui. Est-ce qu'il y a du coup une genre de partie mini-formation à tout ça ? Ouais. Comment ça se passe exactement ? T'as plein d'intervenants extérieurs. Donc t'as quelqu'un qui vient pour te faire des formations, pour justement apprendre à trouver tes clients. Ok. Quelqu'un qui vient pour l'image de marque, t'as une intervention sur la partie juridique. Et la partie gestion. Et la partie gestion, ouais. Il y a une super comptable gestionnaire qui nous a clairement... qui a structuré notre vie financière. Ok. Et après, ça se base aussi sur un principe de non-compétition au sein des promos, où on était une vingtaine de créatifs et les autres, ils faisaient de l'ébénisterie, t'avais de la mode. Mode, des gens qui faisaient du design d'objets, des archis. Donc tout le monde a un réseau différent, tout le monde a des clients différents, mais par contre, on a globalement les mêmes problèmes et les mêmes questions. Donc ça, tu t'enrichis vachement les uns les autres. Et tu te fais travailler les uns les autres aussi. Parce que nos premiers clients, c'était soit des connaissances des gens de la promo, soit les gens de la promo eux-mêmes. D'accord. Et donc, nous, c'était hyper confortable parce qu'on avait des clients dans le couloir. Est-ce que ça se passe un peu comme les BNI où c'est genre obligé un peu de faire travailler les autres ou c'est naturel quoi ? Non, pas du tout. C'est pas... En tout cas, c'est très souple et en fait, c'est souvent des gens qui ont à peu près le même âge que toi, qui ont la même culture graphique ou de design que toi, et donc forcément il y a des affinités qui se créent comme ça. D'accord. Ok. Mais en aucun cas, il y a rien d'obligatoire. Okay. Il n'y a pas de réunion très tôt le matin non plus. Ouf. Et du coup, vous êtes là-dedans, donc la première année où c'est un peu plus... vous avez un peu plus d'espace pour lancer la machine. Comment vous abordez ça, vous qui sortez un peu direct de formation en fait ? Alors faut savoir qu'on est vraiment très complémentaires dans le travail, mais aussi dans tous les à côté du travail artistique. Et du coup, c'est Anne-Lise qui gère la prospection. Okay. Et moi, je gère la compta. D'accord, ok. Ouais. En fait, au début, on s'était pas forcément axé 100% motion design. Moi, n'en ayant jamais fait et ayant vraiment aucune formation là-dessus. Et puis, petit à petit, c'est quand même un peu ce qu'on nous a demandé pour commencer. Et on s'est aperçu que ça nous plaisait bien. On était plutôt formés toutes les deux au graphisme, mise en page, affiche. Et on aime toujours beaucoup les beaux ouvrages, mais ça nous fait pas marrer du tout de travailler longtemps sur InDesign. Alors que là, on s'est aperçu que le processus de travail du motion... c'était quelque chose qui nous parlait et qui nous enrichissait. Donc on a petit à petit, toute la première année, je pense, orienté vraiment vers le motion. Ok. Et démarché des gens en ce sens.
Donc pour démarcher, on n'avait pas beaucoup de vrais projets. Donc c'est ça qui est un petit peu compliqué au début. Mais on envoyait énormément de mails à des sociétés de production notamment. Parce que les sociétés de production, elles ont beaucoup de chargés de projet, et voilà, mais pas beaucoup de créatifs, voire pas du tout pour la plupart. Ouais, elles récupèrent des gros budgets en fait. Et ensuite, elles appellent tout un réseau de gens qu'elles connaissent, mais en interne, ils sont incapables de le faire. D'accord, ok. Eux, c'est genre des récupérateurs de projets et après, ils délayent... Ouais, pour la plupart, ouais. Ok. Et donc voilà, on a écrit un peu au culot à plein de gens. De toute façon, on n'avait totalement rien à perdre. Et au début, on t'appelle souvent pour le projet un peu pompier du vendredi soir où t'as un brief au dernier moment, tu dois rendre un boulot la semaine d'après. Et si tu rends le truc en temps et en heure et qu'en plus c'est pas trop mal, bah après les gens te font confiance et te rappellent. Donc petit à petit, t'as un peu le réseau qui s'agrandit. Il y avait, donc il y a ce côté-là de démarchage et il y a aussi l'autre pendant où on avait toutes les deux fait des stages dans des petites structures et on a gardé des très bons rapports avec les structures dans lesquelles on avait fait nos stages. Et moi, j'avais fait mon stage donc chez un studio de graphisme qui s'appelle Artland Villa. Okay. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux et on n'a jamais arrêté en fait. Et puis pareil, Anne avait fait son stage dans un studio aussi qui s'appelle Voiture 14 et pareil, on est toujours en contact avec eux et on bosse avec eux régulièrement. Ah, trop bien. Donc ça faisait, voilà, on avait plusieurs entrées. Eux, c'est plutôt des gens qui ont 10 ans de plus que nous. Et puis les gens des ateliers de Paris, c'était plutôt des gens qui avaient à peu près nos âges, même si on était les benjamines de la promo. Donc voilà, on avait plusieurs canaux d'entrée comme ça. Et puis un peu plus tard, il y a aussi les gens que tu as rencontrés à l'école qui sont partis dans des voies un peu différentes et qui t'appellent parce qu'ils ont plus confiance en quelqu'un qu'ils connaissent. Oui. Et donc, du coup, ça fait un peu ces trois canaux-là, je pense. Ok, donc toujours garder un bon rapport humain, même là où on est en stage, quoi. On ne sait jamais. C'est pour la vie en général. C'est pour la vie, c'est vrai. C'est pour la vie. Ok, et donc après un freelance, c'est peut-être plus facile parce qu'il est tout seul, mais quand vous êtes à deux, du coup, c'est bouchée double, j'imagine, au niveau de la prospection, tout ça. À la fois, je sais que nos clients, ils sont assez ravis de pouvoir nous confier un projet parce qu'on est deux, donc on est assez performantes. Il n'y a pas de temps de latence. Par exemple, on peut bosser sur plusieurs projets en même temps et on bosse sur des phases différentes. Annelise, elle travaille sur tout ce qui est illustration et moi sur tout ce qui est animation. Donc, généralement, on a toujours des projets qui se chevauchent. Et eux, ça les rassure de se dire, ok, je leur ai mis un script entre les mains. Elles vont à la fin, elles me rendent un produit fini. Ok, ouais. Et parce que nous, on travaille avec, on a notre sound designer avec qui on aime bien bosser, on a un studio d'enregistrement avec qui on aime bien bosser, et du coup, c'est assez rassurant pour eux. Ouais. Donc finalement, c'est pas vraiment je dirais que c'est plutôt une qualité, quelque chose qui nous a servi plutôt que l'inverse. Ok, ça marche. Au début, du coup, vous acceptiez, vous me disiez un peu tout ce qui se présentait ? Tout. si, clairement. Tout, ouais, ok. Comment on gère un peu le temps quand on a un brief le vendredi, qu'il faut rendre quelque chose le mardi, on se dit, le week-end, je fais une croix dessus pour celui-là. Comment ça se passe ? Ouais, c'est ça, parce qu'en plus, au début, on est lente, on n'a pas encore un processus de travail bien mis en place. Donc il y a eu quelques week-ends de sacrifiés et assez rapidement, t'arrives à travailler plus que le samedi et après c'est génial, tu travailles plus que la semaine. Mais ouais, c'est la répartition du travail qui fait que tu peux bien avancer et il y a le côté A2 où t'as pas le côté artiste maudit où tu te poses des questions infini, genre mais est-ce que je dois vraiment laisser ça comme ça, est-ce que je le mets plus à gauche, là tu le montres directement à l'autre personne et elle te donne son avis et donc dans toutes les phases de travail sont accélérées en fait quand t'es à deux. T'as pas un gros temps de prise de recul que tu peux avoir quand t'es tout seul. Ouais, ok. Et puis sur le fait d'accepter tout, c'est assez intéressant de le faire au moins la première année
pour savoir, pour avoir des expériences plus ou moins positives et savoir ce que tu ne veux jamais revivre. Mais c'est cool d'avoir des expériences comme ça c'est un peu des marqueurs. Tu dis, celle-là, elle représente... on se souvient très bien de ce que ça a provoqué et clairement, on veut pas revivre ça ou c'était génial et c'est vers ça qu'on veut aller. Ouais, effectivement, c'est important, je pense, de tout accepter, mais en même temps, t'as pas forcément le choix, parce que comme on dit, tu veux payer ton loyer à la fin du mois, donc il y a un moment, tu peux pas faire la fine bouche. Mais pareil, aux ateliers de Paris, il y a un moment où tu vas réfléchir sur tes clients, et tu dis, ceux-là, est-ce que je les garde ? Pourquoi ? Est-ce que je les garde juste parce que c'est des gens qui m'apportent de l'argent ? Est-ce que je les garde parce que c'est des gens qui vont m'emmener vers un univers créatif auquel j'aurais pas accès ? Ou est-ce que humainement en fait ça se passe super bien avec eux, donc même si c'est pas très bien payé et même si créativement c'est pas très intéressant, je veux quand même continuer à travailler avec ces personnes. Et tu te fais un peu une cartographie de qui tu gardes et qui tu gardes pas. Et tu le sais, il y a des clients quand ils t'appellent, t'as la boule au ventre quand tu vois leur numéro apparaître sur ton portable, tu dis non en fait c'est pas possible, on va arrêter quoi. C'est l'avantage d'être freelance, c'est que tu peux quand même choisir tes clients et t'entourer de gens bienveillants dans la plupart des cas. Et quand il arrive ce déclic du celui-là, j'en ai marre maintenant, je mets un stop, c'est quand ça commence à bien marcher ou c'est quand le ras-le-bol est de trop ? Comment ça se passe ? Je pense que le fait d'être deux, c'est bien parce que pareil, tu vas 2 fois plus vite en communiquant, tu te dis mais moi j'ai la boule au ventre là, et tu dis ah ouais moi aussi. Ouais, ok, ça fait des bons indicateurs. Ok. Et non, nous, on y va beaucoup à l'affect quand même aussi. Hein. C'est pas... Il n'y a pas que... on peut continuer à travailler avec des gens sur des petits projets si vraiment on a un rapport humain super avec eux, on va avoir du mal à s'arrêter. Ok. Et quand quelqu'un vous appelle, même un nouveau client ou quoi, vous arrivez à sentir le projet qui pue un peu en général, ou vous arrivez à jauger un peu le projet ? Plus ou moins, mais on a écrit une série de questions déjà qu'on envoie à ces clients parce qu'il y a des gens qui arrivent et ils n'ont pas fait le tri dans leur tête. Et donc ça, on n'en veut plus parce que tu perds trop de temps en fait déjà à les amener à faire un brief. Et c'est du temps qui est perdu après sur la créa. Donc on leur envoie déjà toute une série de questions. S'ils sont capables de répondre à ces questions, donc ça va de quelle sera la durée du film, est-ce que vous avez une idée de l'univers graphique, est-ce qu'il y aura du sound design, est-ce qu'il y aura une voix off, est-ce que c'est vous qui l'écrivez, est-ce qu'il y a des sous-titres, vraiment un truc hyper exhaustif. Et si déjà tu sens qu'ils sont solides là-dessus, tu dis bon, ils ont commencé à travailler, ils savent ce qu'ils veulent et c'est pas mal. Ok, ouais, c'est intéressant le coup du questionnaire. Un peu pour voir s'ils s'impliquent déjà dans ce qu'ils demandent, quoi. Ouais, c'est hyper important. Ouais, c'est clair. C'est clair. On parlait du travail à deux qui vous aide l'une et l'autre et ça apporte un soutien, ça vous apporte un soutien à chacune. Est-ce que des fois, il y a une petite part d'ego qui peut intervenir chez l'une ou l'autre, ou ça vous arrivez à vite aplatir ces différends-là qui peuvent arriver? On n'aime pas crier déjà toutes les deux. Donc on essaye de régler ça proprement. Et je crois pas qu'il y ait de problème d'ego entre nous. Ce serait pas vraiment un problème d'ego, mais plutôt un problème de légitimité où on est sans cesse en train de montrer à l'autre que voilà, on est solide, qu'elle peut compter sur nous, etc. Mais c'est plus montrer à l'autre qu'elle peut toujours faire confiance et toujours s'appuyer sur nous qu'un problème d'ego, je pense. Je crois qu'on s'est créé un peu un ego commun. C'est vrai, je pense qu'on peut être attaqué sur l'ego d'iPhone, mais pas toutes les deux. Ok, cool. Enfin, j'ai pas l'impression. Ouais. C'est comme une entité, c'est une troisième personne. La fusion. Ok, stylé. Qui prend l'ego, mais qui nous en débarrasse à titre personnel. Et maintenant, ça fait combien de temps du coup que le studio est né? Ça fait 8 ans. 8 ans, yes. Ouais. Et du coup, on avait une question de Joélie Semoulin
qui nous demandait est-ce que, du coup, malgré les années qui passent depuis le lancement, vous arrivez à garder cet enthousiasme du début? Ouais, il y a toute la partie enthousiasme de faire son travail, un peu comme on t'a dit au début, où on a l'impression que c'est un énorme bluff et que quelqu'un un jour va nous dire que c'est pas un vrai travail, qu'on va nous démasquer, mais en attendant, on trouve ça marrant de continuer. Après, il y a eu quand même des périodes où t'as des clients avec qui c'est pas toujours facile, où t'as des projets pas hyper enthousiasmants, où là, clairement, t'es un peu à plat, et ça nous est arrivé... Il y a 3-4 ans, je dirais. Ouais. Ah ouais. Et puis il faut retrouver l'énergie, et nous, c'est pas mal passé par se chercher des clients avec lesquels on était plus en phase, pour, pour avoir plus envie de travailler sur leurs projets. Et au niveau créatif, je pense qu'il y a le fait de faire des formations, d'apprendre un peu des nouvelles manières de dessiner ou d'animer, où en fait après t'es trop content, t'as envie de mettre ça dans le prochain projet pour tes clients, et donc de faire toujours mieux, et tu sens que tu progresses, donc tu dis mais non, le prochain film il sera encore mieux, donc ça te... Et il y a le souci de l'intérêt aussi, où il y a eu une période, justement il y a quelques années, il y avait ce souci on faisait des films, graphiquement on aimait bien, mais l'intérêt du film en soi, on le perdait un peu, on avait plus trop de substance, et c'est là où on s'est vraiment dit en tant que motion designer, de quoi on a envie de parler. Alors pas forcément notre nom propre, parce qu'on estime toujours ne pas avoir forcément des choses hyper intéressantes à dire en notre nom propre, mais par contre se mettre au service de gens qui ont des choses vraiment utiles, selon nous, à dire. Et donc Anne-Lise était allée rencontrer les gens de Citoyens pour le climat, et leur avait dit que nous on aimerait bien bosser avec eux. Et justement ils étaient en train d'écrire une voix off, et ils n'avaient pas de motion, donc c'était assez drôle. Je te laisse continuer, Anne-Lise. Ouais. Et donc ils étaient ravis de nous trouver à ce moment-là. Nous, on était hyper contentes d'avoir un contenu assez riche, parce que c'était un film qui expliquait le rapport du GIEC. D'accord. Ok. Donc là, t'as un vrai contenu à essayer d'expliquer, et c'est ce qui nous motive toujours dans le motion, en plus, de se dire qu'à chaque fois on va rencontrer des univers différents, les gens vont devoir nous l'expliquer ou pas d'ailleurs, ou on va devoir les comprendre par nous-mêmes, et pour pouvoir les retranscrire le plus simplement et le plus intelligemment possible. Okay. Donc on est parti sur ce projet, et ensuite en fait ça nous a rapporté pas mal de clients en lien avec des causes environnementales, ou des projets qui nous intéressaient plus au niveau du sens. Et il faut savoir qu'avec Anne-Lise, on est contre le travail gratuit, et qu'on a assez porté ça pendant des années. Et c'est seulement à ce moment-là, pour Citoyens pour le climat, où on s'est dit, eux, on veut bosser gratos pour eux, parce que déjà c'est une asso qui a pas d'argent. Et on s'est dit, c'est maintenant, quoi. Donc on a mis, c'était au bout de 5-6 ans de travail, où on s'est dit, là, on prend du temps, on prend vraiment du temps sur notre travail, et on veut faire ce projet pour eux. Et ça nous a rapporté, du coup, des clients qui avaient un vrai budget, et qui sont venus nous voir, et qui avaient des choses intéressantes à dire aussi. Et on a un peu changé notre discours, du coup, qui était de vraiment jamais accepter du travail gratuit. Et maintenant, c'est... le travail gratuit, pourquoi pas, mais si on a vraiment choisi la personne, et c'est nous qui choisissons, et c'est pas la personne qui nous choisit et elle choisit qu'on travaille gratos pour elle. Ouais, d'accord. Je pense qu'on est resté cohérente au final sur le travail gratuit, c'est que c'est nous qui le choisissons, et en aucun cas je pense qu'il faut répondre à des gens qui te demandent de travailler gratuitement, parce que c'est eux qui vont t'imposer des choses, et donc en plus tu vas pas t'y retrouver, alors que là, toi, quand tu proposes ton travail à quelqu'un, tu lui proposes aussi ton univers graphique, et toi, tu sais ce que tu vas pouvoir développer aussi. Ok. Il y a pas cette appréhension et s'ils abusent un peu, entre guillemets, que ce soit sur les retours, ou que ce soit... Est-ce que vous arriviez à
à vous imposer, entre guillemets, dans ce contexte-là? Ça fait toujours un peu peur, mais en soi, on a toujours le produit fini entre les mains. Donc à un moment, si les gens veulent le film, il faut bien qu'ils acceptent aussi de faire des concessions. Et après, Citoyens pour le climat, c'est un schéma vraiment particulier parce que tout le monde est bénévole et personne n'en retire de l'argent. Okay. Parce qu'il y a plein d'assos qui viennent te voir et qui te sollicitent, mais il y a quand même des gens qui en tirent un revenu ou un intérêt. Et là, vraiment, tout le monde était sur un pied d'égalité. T'as le côté où, oui, il y a un peu plus de discussion, effectivement, pour que tout le monde soit d'accord. Mais tu sais que, officiellement, personne n'en retire de l'argent. D'accord. Ok. Donc, à nouveau, ça part d'un petit coup de culot, en fait, tout ça, d'un côté. Ça part de la crise existentielle de la trentaine, où tu te dis « Et quel sens donner à mon travail ?» Mais en tout cas, le timing, c'était magnifique. Quoi. C'est fou. Trop bien. Ouais, sinon, dans la partie d'avant, où tu as des clients dont tu n'aimes pas forcément l'éthique de ce qu'ils proposent, il y a quand même des petits jeux à faire à chaque fois où tu te dis, bon, là, l'univers graphique, il n'est pas incroyable, le propos, il n'est pas incroyable, mais est-ce que je peux essayer de jouer sur la manière de représenter, par exemple, le rôle de la femme, parce que c'est des grosses entreprises, donc tu vas essayer de jouer à représenter la parité à l'écran, ce qui n'est pas du tout ce qu'on te demande à chaque fois. Ouais. Tu vas essayer de mettre des personnes de couleur, tu vas essayer de mettre des personnes un peu plus grosses, voilà. Ok. Et tu vois si ça passe, et ça, c'est ton petit jeu, et ça permet d'avoir un petit challenge même dans un film qui est pas génial. Et donc, souvent, ça passe, parce qu'ils te le demandent pas, mais une fois qu'il y a une femme noire qui est médecin à l'écran, c'est compliqué pour eux quand même de t'écrire « non, je veux pas qu'il y ait une femme noire qui soit médecin ». Donc, ça passe. Donc ça, on y arrive. Après, il y a des trucs qu'on n'a pas encore totalement réussi. C'est la grossophobie, très clairement. Ça, c'est encore à tous les carrefours. Ouais, et puis le côté pas forcément sursexualisé. Alice, parfois, elle s'amuse à dessiner des personnages qui... Tu sais pas vraiment si c'est une femme, un homme, parce qu'il y a des cheveux longs, mais un peu mixer les genres comme ça, parce que voilà, il y a de tout. Et ça, c'est difficile à faire passer encore, je trouve. Ouais, on nous avait clairement dit on aimerait reconnaître les hommes des femmes sans avoir à chercher leur moustache. Oh non, c'est pas vrai. Voilà. Ah ouais, d'accord. Donc ouais, non, ça passe pas encore. Typiquement pour ce projet en particulier, on n'était vraiment pas du tout d'accord avec l'éthique du client, mais Alice avait quand même réussi à faire passer pas mal de choses. Et cette personne, elle nous avait demandé une retake scandaleuse. Est-ce qu'on raconte toute l'histoire, Anne-Lise, ou est-ce que je la fais courte? Vas-y. Le suspense. Et la retake était, il faut mettre le stéthoscope sur les épaules de l'homme et pas de la femme. Véridique. Et donc, on avait demandé très cher pour faire cette modif, parce qu'on s'était dit, on va pas... On peut pas, quoi. Et ensuite, on avait donné cet argent à une asso, parce que pour nous, on voulait pas de cet argent, parce que c'était de l'argent sale. Et donc, on s'était dit, au moins, lui, il a des idées qui sont vraiment en opposé avec les nôtres, mais sans le savoir, il va soutenir une cause. Ah, trop bien. Ah, le retournement de situation. Putain, yes. Ok. Et donc, c'était très grisant de faire ça. J'avais beaucoup aimé. Et mais pareil, on a eu un bon karma parce qu'on a récupéré un projet en plus avec cet asso. Oh yes. Qui nous a contactés. Donc en fait, il voulait pas qu'une femme soit considérée médecin ou c'était... C'est ça, il fallait qu'elle devienne infirmière et que l'homme à côté devienne médecin. Ouais. Punaise, c'est chaud. D'accord. Mais en fait, on se rend pas forcément compte, mais il y a un vrai rôle à jouer. C'est des petites choses, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut s'engager si on le souhaite. Moi, il y a quelques années, j'avais pas vraiment conscience de ça. Et en fait, là, chaque projet, on se dit, mais t'as un sacré pouvoir quand même de montrer de la diversité, c'est de montrer de la parité, etc., quoi. Ouais, d'accord. Donc, même dans les projets qui n'ont pas forcément
un attrait artistique ou quoi, vous essayez d'infuser un peu vos valeurs à vous d'une certaine manière, c'est ça? Ok. Ouais, il faut toujours garder des petits challenges. Bah ouais, c'est clair. Et du coup, ça permet du coup de faire voir aussi votre taf à d'autres gens et qui vous appellent pour ça après aussi. C'est sympa. Ok. Là, on a eu 2 projets récemment. Alors, on nous appelle parce que ça y est, maintenant, on a suffisamment de projets engagés pour que les gens se disent que on va partager les mêmes valeurs qu'eux. Et parfois, on nous appelle aussi parce qu'on est des femmes. Et alors là, c'est un autre sujet où on ne sait plus vraiment pourquoi on nous appelle à la fin. Mais là, récemment, les deux projets, c'était la carte de vœux de la mairie du 12e. Et il faut savoir que la mairie du 12e à Paris, c'est la mairie qui est occupée par les écolos. Et puis, c'est une femme, la maire. D'accord. Okay. Donc, elle avait à cœur d'être en accord avec... que sa carte de vœux représente ses valeurs. Et puis, là, en ce moment, on est en train de travailler avec SIDAction. Ok, cool. Et c'est un film qui sortira, je pense, pour le SIDAction, court en mars. Et c'est un film qui parle des femmes et du sida. Ok. Parce que c'est un sujet... souvent, on associe sida et homosexualité. Voilà. Super. Franchement, c'est trop cool. Et donc maintenant, on reçoit même des listes où il n'y a plus de challenge parce qu'on nous dit il nous faut quelqu'un en fauteuil roulant, quelqu'un gros, un couple homosexuel, quelqu'un noir. Et bon, voilà. Parfait, quoi. Parfait. Tout y est. Tout y est, c'est ça. Ok, et est-ce que maintenant, encore aujourd'hui, vous prospectez ou c'est purement du bouche à oreille, du coup, via ce biais-là de l'éco-responsabilité, de la représentation équitable? Si, on continue quand même à envoyer encore des mails, mais plus... on fait plus de la pêche au chalutier, quoi. Là, on est vraiment... On envoie peu de mails à des gens avec qui on aimerait vraiment travailler. Ok. La pêche au chalutier. J'aime beaucoup l'image. Ah, c'est une belle image. Et ouais, donc vos projets à venir, ce serait le SIDAction d'un côté. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se prépare un peu Eh bien, un 2e film pour SIDAction. Allez. Juste après le premier. Sur des chiffres clés. Ouais. Donc le premier, il est en full illustration. Et le 2e, là, il va y avoir un peu de photos, un peu de texture. Ok. Des choses un peu différentes. Et ils nous font vraiment confiance sur l'univers graphique. Donc c'est agréable. Ok. Et sinon, plein d'autres petits projets. Mais oui, c'est un truc dont on discute aussi souvent. Au niveau de la temporalité, on a une vue sur 1 mois, 2 mois grand maximum. D'accord. Et au-delà, on ne sait jamais ce qui va se passer, parce que les films sont toujours à rendre pour 1 mois et demi plus tard. Ok. Donc c'était vraiment très stressant au début, de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'on fait sur 6 mois? On a vraiment pas de visibilité. Et puis après, on s'y fait. On sait que c'est comme ça. Et... Toujours sur le fil. Oui, c'est ça, toujours sur le fil. Et que souvent, il y a 3 personnes qui t'appellent le même jour quand tu crois que t'as plus rien. Il y a toujours d'espoir. C'est ça. Du coup, j'avais vu votre Meet the Talent avec Adobe. Du coup, au début, vous essayez aussi de faire un peu plus de com autour du studio. Comment vous gériez votre propre communication pour vous vendre après? On se vend très très rarement en tant que personne. On se cache toujours derrière notre travail. Et là, le Meet the Talent de l'année dernière, c'était vraiment notre premier grand exercice où on devait parler en notre nom propre. C'était pas forcément évident pour des gens qui se planquent en permanence. Et donc non, on a rarement fait de la pub ou montrer notre visage ou ce genre de choses. C'est vraiment pas quelque chose qu'on aime faire. Ok. Mais par contre, oui, c'est plus à travers les réseaux sociaux ou sur ce qu'on peut publier sur Instagram, où là, on va essayer de chercher des nouveaux univers pour être toujours un peu dans montrer autre chose, parce que les clients vont souvent avoir tendance à te demander ce que tu as déjà fait. Donc, comme nous, on n'a pas envie de se retrouver à faire vraiment toujours la même chose, on essaye de chercher un peu en continu et de communiquer là-dessus.
Ok. Pour qu'ensuite les gens viennent nous voir. C'est toujours des petites pastilles, parce que pareil, on n'a pas le temps de développer des gros trucs, donc c'est des petites pastilles Instagram, et on se dit, ça, si un jour on pouvait réussir à caler ça dans un film et à plus le développer, ce serait super. Ok. Et du coup, toi, Annelise, tu disais tu es plus du côté illustration graphique. C'est ça. Est-ce que, du coup, Marie-Aure, toi, tu ne t'occupes pas du tout de ça ou... Quand on a commencé, on n'avait pas du tout décidé que ce serait si tranché. Tout était un peu mêlé. Bon, il se trouve que j'avais fait la section motion, donc oui, je m'occupais de l'anime, mais tout était plus ou moins mélangé. Et là, avec les années, on a vraiment séparé en deux les activités, mais ça reste quand même un travail où il y a 2 cerveaux sur chaque étape, quoi. Même si c'est Annelise qui dessine ou que c'est moi qui tiens la souris sur After, en soi, on a quand même 2 cerveaux. Yes. ou un demi. À chaque fois, on se dit, mais en fait, on a chacune un demi-cerveau et on a besoin d'être 2 pour en avoir un. Non, et je pense que ça nous intéresse aussi de pousser chacune dans ce domaine et de pas s'être éparpillées dans les 2 domaines toutes les 2. Ok. Mais imaginons que toi, Marie-Aure, tu as une ref motion en tête qui implique un certain style graphique. Du coup, après, t'en parles à Annelise et vous essayez d'évoluer vers là. Et inversement, j'imagine. Oui, c'est ça. Et donc, parfois, ce que dessine Annelise, ça m'arrange pas du tout, par exemple. Ah, yes. Et inversement, c'est un ping-pong permanent. Après, je trouve ça... Moi, sur la durée, je trouve ça vraiment intéressant en tant que motion designer de travailler toujours avec Annelise. Parfois, on travaille avec d'autres graphistes qui nous proposent leur univers. Mais là, avec Annelise, on peut vraiment pousser cette collaboration dans les moindres détails. Dans la prépa fichier, personne préparera aussi bien les fichiers qu'Annelise. Elle sait exactement... même moi, je les prépare pas aussi bien. Ce genre de choses où, en fait... Elle a vraiment le cerveau câblé sur mes anime after, donc elle sait exactement comment faire. Donc on a beaucoup de chance pour ça, parce que je pense qu'il y a il y a plein de motion qui bossent avec plein d'illustrateurs différents, et ça, c'est riche, mais c'est pas, nous on peut vraiment pousser le détail, quoi. Ok, cool. Et ouais, moi dans la manière de dessiner mes plans ou mes objets, et ça m'implique quand même de toujours réfléchir à comment Marie-Aure va devoir l'animer après, et donc à viser un peu aussi la simplification et pas partir trop loin. Ça permet vraiment de cadrer la manière de dessiner aussi. Donc c'est un exercice intéressant. Ok. Et quand tu reçois un projet où le graphisme il est déjà posé et que il y a pas forcément, c'est moche, disons-le, ou que ce soit un peu moyen, est-ce que tu essayes de conseiller et de faire partir le projet vers un peu plus ta vision, ou votre vision? Tu veux dire un projet où moi j'aurais pas fait l'illustration et Marie-Aure ferait l'animation? On essaye de pas en accepter beaucoup. Ok. On aime vraiment avoir un projet qu'on peut faire de bout en bout pour y travailler toutes les 2 et ouais. Non, on en accepte très très peu. C'est arrivé l'année dernière, là on a accepté un projet et le graphisme avait été développé par un studio de graphisme qui s'appelle Ravage, et en fait c'était cool ce qu'elles avaient fait, et donc Annelise, elle s'est mise je sais pas, t'as essayé de manger un peu l'essence de leur dessin, et puis de faire un story qui restituait bien leur univers graphique, mais ça c'est assez rare. D'accord. Ouais, cool. Là, c'est que ça veut dire qu'il y a déjà juste la charte graphique qui est posée avec un peu l'univers illustratif, mais c'est pas le cas où quelqu'un a déjà fait un storyboard et a tout développé, a développé toutes les images, où là, c'est compliqué si c'est vraiment pas ton univers et que tu trouves ça moche. Ouais. Ok. Yes, on arrive à peu près au bout. Est-ce que vous auriez voulu ajouter quelque chose sur les thèmes qu'on a abordés, sur l'accord des valeurs qui est super important dans la recherche de projets,
des représentations dans le motion, tout ça. Et je pense que moi, il y a un sujet qu'on n'a pas abordé qui est assez important à mes yeux, c'est la notion... que pour moi, le motion designer, il doit être vraiment minimal dans son animation. Parce que je suis entourée de pas mal de gens qui font du cinéma d'animation. Et donc, qui font de l'anime traditionnel. Et leur quota, c'est à peu près entre 1 à 2 secondes par jour, à savoir 24 dessins. Et en fait, souvent, je trouve qu'il y a pas mal d'écueils dans le motion designer qui aurait l'impression qu'il peut feinter, qui peut faire croire que voilà, ces personnages marchent, etc. Et quand on a l'œil, en fait, pour déceler une bonne animation, c'est très... Enfin, en tout cas, moi, c'est très dur pour moi de me faire un mouvement réaliste, que sur After, c'est presque impossible, surtout dans l'animation de personnages. Et du coup, tout le travail, ça va être de feinter. Ça va être de faire croire que ça bouge alors que ça bouge pas, et de jamais trahir... de jamais faire un mouvement qui est pas le bon. Et donc, quitte à pas faire bouger, et à faire, je sais pas, changer les couleurs, faire d'autres choses feintées, en fait. Parce que nous, on a nos quotas, en tout cas les miens, c'est souvent 30 secondes par jour. Et du coup, je peux pas, en fait, faire de l'anime tradi avec ça. C'est clair. Et d'ailleurs, on nous demande souvent, on nous envoie souvent des très très belles références de Bug Studio. Et donc souvent, on se retrouve avec des briefs clients, avec la ref, c'est Bug. Et du coup, on essaye de faire de l'éducation, où on leur dit, mais est-ce que vous avez regardé le générique ? Parce qu'au générique, il n'y a pas de personnes. Ils sont 15-20, ouais. Ils sont 30. Même 30, ouais. Et ils n'ont pas que 15 jours pour faire ça. Ouais, c'est clair. Et puis, il y a souvent dans le générique, il y a à la fois des gens qui font de l'after, à la fois des gens qui font du animate. Enfin, ils ont tout le panel. Et éduquer le client à ça et dire, alors, voilà, le motion, c'est moins cher, mais parce qu'il y a moins de jours de prod et qu'on n'est que 2. Et ça, c'est tout un travail qui est parfois assez frustrant. De dire que c'est pas qu'on veut y mettre de la mauvaise volonté, c'est juste que voilà, on a 15 jours et on veut pas que ce soit de la sous-animation, quoi. Ouais. Donc bien choisir les éléments à animer pour que ça donne de la vie quand même, mais que ce soit pas trop chronophage dans le truc, quoi, dans le processus. Bon, après, des clients qui sortent des ref bugs, au moins elles ont un bon goût artistique, quoi. Ouais. Plus souvent, t'es sûr qu'ils ont un bon goût, mais après, t'as toujours peur d'avoir la petite déception. Oui. Mais en fait, c'est pas du Pixar, quoi. Oui. Souvent, c'est ça quand tu reçois le script. Et là, le personnage serre la main, puis il saute à travers la fenêtre. Mais non, alors c'est pas du tout ce qu'on fait. Oh, punaise, ouais. Et d'ailleurs, l'animation image par image, tu aimerais plus... Enfin, elle prend quelle part de ton travail ? Elle en prend pas. Parce que prend pas du tout. Non. D'accord. Parce que justement, je suis entourée de gens dont c'est le métier. Et je sais et je vois combien de temps ça prend. Et donc, moi, je suis toujours restée dans cette optique d'être une graphiste. Et avec Annie, on a fait des études de graphisme, mais on n'a pas fait des études d'animation. Et donc, mon but, c'est quand même d'être le plus efficace possible, de rester dans cette efficacité. Ok. Et il n'y a pas... c'est pas un souhait, même futur ? Je crois que je suis très très impatiente et ça me ravit assez qu'à chaque fois on n'ait que 1 mois pour faire un film. Parce que les projets qui durent plus longtemps, c'est trop compliqué. J'ai envie que ça... j'aime bien quand ça avance vite. D'accord, ouais, ok, ça marche. Est-ce que vous auriez une œuvre à nous partager qui vous a inspiré, que ce soit au début, dernièrement, ou qui vous a marqué en tout cas ? Ouais, au début, Buck forcément, qui était dans les grosses références. Ouais. Et puis pas mal Ilo. Ah oui. Le studio italien où on a beaucoup regardé leurs vidéos au début. Et puis je pense qu'ils faisaient pas beaucoup d'animes en plus tradi dans leurs premières vidéos. Et petit à petit là, ils sont pas mal montés, donc on pouvait encore se projeter dans leur travail au début. Ok. En tout cas, il y a une simplicité dans leur travail qui nous parlait vraiment, quoi.
il y a certaines vidéos qui sont très, très minimalistes. Ouais, dans la transmission de trucs de manière simple, ils sont très forts, ouais, j'avoue. Et sinon, artistiquement, on voit plus grand-chose en ce moment. Mais on écoute pas mal de podcasts. Ouais. Et donc, si on peut recommander des podcasts. Bah oui, avec plaisir. Il y a Passage de Louis Média, Mm-hmm. où tu as des gens qui te racontent une histoire qui leur est arrivée, et c'est souvent vu par le discours des deux personnes à qui c'est arrivé. D'accord, ok. Et donc, on trouvait que c'était pas mal au vu de cette conversation. Ouais, c'est vrai. Oui, t'as les deux points de vue et c'est vraiment chouette. Exact. Et tu pourrais peut-être interroger les personnes en séparé aussi pour voir si t'as les mêmes versions parcours. Ouais. Parce que là, vous êtes bridés pour pas blesser l'autre, avouez-le. Mais voilà. C'est un travail énorme. On n'allait quand même pas casser iPhone là-dessus. Ok, Louis Média, ça je connaissais pas. Bon, c'est vrai que j'écoute peu de podcasts, mais ça peut être intéressant, clairement. Il est disponible partout, quoi, Spotify, partout. Ouais. Ça marche. Ouais, on est des grosses consommatrices de podcasts. C'est vraiment... Ouais. Vous Ouais, travaillez avec... Bah alors, moi, il y a des périodes où je suis complètement frustrée parce que quand je fais du calage sur la voix off, etc., il y a toute une partie d'anime où je ne peux pas écouter de podcast et donc je suis concentrée à ce que je fais. Mais après, il y a toute une partie de prod où là, bien sûr que j'en écoute. Donc après, on se débriefe sur lequel on a écouté, lequel on recommande. Moi, ça a tendance à me déconcentrer. Je sais pas... Ouais, mais il faut vraiment les écouter à des moments où tu fais des trucs bêtes et méchants, sinon tu t'écoutes pas quand t'es en train d'essayer de mettre un story en place, c'est impossible. Ouais, c'est vrai, faut que ce soit une tâche peut-être plus machinale ou quelque chose. Ouais, du coloriage pour Annelise, par exemple. C'est ça. De la création de textures, un truc un peu... t'as pas besoin de ton cerveau. Ouais, c'est ça. Ok. Ah bah moi, je peux parler d'un autre podcast qui est assez génial, qui s'appelle Bookmaker sur Arte Radio. Ok. Et ce qui est marrant, c'est que ce sont des écrivains qui un peu dissèquent leur travail et expliquent leur processus de création. Et souvent, j'avais pas lu les bouquins. Mais c'est pas grave, je trouve ça assez fascinant parce que le processus d'écriture, c'est le processus créatif en fait, et ça peut s'appliquer à n'importe quel métier créatif. Ouais. Donc moi ça me passionne assez parce que c'est vraiment, ils dissèquent leur méthode de travail. Et donc, sur Arte Radio, tu disais. Donc okay. Là je pense qu'il y a déjà il y a au moins 8 écrivains déjà qui ont expliqué comment ils bossent. Ok, cool. Et pour moi, tu peux complètement prendre ce qu'ils disent et les appliquer à notre métier, ça marche, quoi. Ah oui, totalement. Ne serait-ce que dans le storytelling, qui a une part vachement importante. Ouais, ou de la légitimité du point de vue que tu prends pour parler de quelque chose. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui font écho. J'avais vu, il me semble, un documentaire sur la méthode de travail de J.K. Rowling sur Harry Potter. Mais c'était... Bon, là, c'est 7 tomes. C'est un bordel, quoi. Mais elle avait un grand tableau avec tous les personnages, des codes pour les actions, les différents livres et tout. Enfin, c'était un bordel, mais c'est super intéressant de voir comment ils structurent leur récit, quoi. Carrément. Cool. Et votre apéro préféré, quel est-il ? Ouais, l'apéro, on s'est dit on avait plutôt des souvenirs d'apéro. Ouais. Et qu'à une époque, on avait un bar à côté de notre atelier à Ménilmontant, où le lundi soir, il y avait soirée ukulélé. Yes. Et c'était génial. Ils étaient vraiment de bonne humeur et ça nous mettait un peu la joie pour la semaine. Donc on pouvait boire à peu près n'importe quoi, mais en écoutant les ukulélés et en chantant. Ah yes, ça fait air de vacances, quoi. Un petit peu. C'est ça, et ça nous manque. Et puis un autre souvenir d'apéro, c'était quand on était aux ateliers de Paris, on faisait souvent des gros apéros dans notre atelier, et là on faisait, on faisait des dizaines de litres de sangria. Ah ouais. Pour à peu près tout, enfin que chacun puisse boire en conséquence. Et c'était chouette. Mais
parce qu'on était hyper contente d'avoir un atelier aussi grand pour recevoir les gens. Donc oui, notre début d'activité a un goût de sangria. Ok. Mais vous m'avez dit que vous étiez quoi, une vingtaine dans les ateliers? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, mais nous, on a eu de la chance. Je pense qu'ils se sont un peu plantés sur la répartition des ateliers et on s'est retrouvés avec un atelier de 30 mètres carrés pour 2. Trop bien. Avec juste 2 ordinateurs, donc c'était tranquille. À fond. Ok, ouais, les souvenirs, c'est vrai qu'on en vit plus souvent, là. Enfin, ça n'a pas la même saveur, les visio apéro, quoi. Pas du tout. Non. Dernière question, est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un en particulier sur le podcast? Bah, ça c'est par rapport à ce que j'ai dit au début du podcast sur le fait que on n'est plus très au courant de comment se passe le processus de recrutement à Gobelin, par exemple. Moi, je trouvais que ce serait vraiment intéressant d'entendre... Donc, elle s'appelle Laure Chapalin. C'est la responsable de la section Motion Design à Gobelin. Mmh. Et c'est on la connaît... Enfin, moi, je la connais parce qu'elle enseignait déjà quand j'étais étudiante, mais surtout, on a été jury à Gobelin l'année dernière avec Anne-Lise. D'accord, ok. Et en fait, nous, ça nous a fait un espèce de bol d'air frais de voir les étudiants arriver et nous montrer leurs projets. Enfin, c'était des projets de fin d'études et c'était génial ce qu'ils proposaient. Parce je sais pas, dans cette... je pense que Laure, elle doit les pousser dans cette espèce de patte personnelle. Et donc, ils proposent des trucs fous. Ils sont pas du tout formatés. Yes. On avait trouvé ça vraiment génial. Et elle a vraiment une vision assez chouette du métier. Et elle les forme, on trouve qu'elle les forme bien. Donc je pense qu'elle aurait plein de choses à dire sur comment elle prépare les étudiants ou comment elle les recrute. Cool. Et puis à Gobelin, c'est assez particulier. Ils trouvent des projets réels pour les étudiants. Donc c'est vraiment des projets de commande. Donc nous, l'année où on a été jury, ils avaient des articles de Courrier International à mettre en film. Et c'était trop cool, en fait. Et après, l'un des projets peut devenir le résultat final de la demande? Ils les mettent tous sur le site de Courrier International. Il y a une petite sélection où si vraiment il y en a où ils pensent que c'est pas cohérent, ça va pas avec leur image, ils les sortent pas. Mais globalement, ils en sortent une grosse partie. Et on a été très impressionnés parce qu'en voyant ces films, on pensait que c'était un film qu'ils avaient fait sur 6 mois, gros projet. Et en fait, je crois qu'ils avaient eu 15 jours. Ils étaient quasi en conditions réelles. Ils avaient dû enregistrer la voix off, faire le sound design. Enfin, c'était vraiment bluffant. Et par rapport aux écoles publiques, on s'était dit qu'elles les mettaient bien en condition pour la vraie vie, quoi. Alors il peut y avoir, pareil, il y a des inconvénients aussi à cette méthode, mais nous, on avait trouvé qu'ils étaient... la plupart, on trouvait qu'ils étaient prêts, quoi, qu'ils pouvaient y aller. Ok, punaise, cool. Anne-Lise, toi, tu voyais quelqu'un d'autre, peut-être? Non, on en avait parlé toutes les deux, c'était ça, se dire que jusqu'ici, il n'y a pas forcément eu le point de vue de quelqu'un qui forme les gens. Ouais, c'est vrai. Donc ça pourrait être intéressant d'ajouter ça. Ok, ça marche. On est au bout. C'était vachement intéressant de voir un peu votre vision sur tout ça et de nous avoir donné votre temps du coup pour pouvoir enregistrer tout ça. C'est super gentil. Merci beaucoup. Et merci beaucoup à toi. De rien, merci à toi. On peut vous retrouver sur Insta. Vous avez un site aussi? Ouais, alors on a un site, il y a notre Behance où on met pas mal les projets clients. Et après, sur Insta, c'est plutôt les projets perso. Okay. Donc les deux sont assez complémentaires. Studio iPhone sur les deux. Ok, on mettra tout ça en description pour que les gens puissent aller checker tout ça. Top. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci. Merci à toi. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast. On espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à nos invités de nous avoir donné de leur temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'elles nous ont partagées. N'oubliez pas d'aller les suivre sur leurs réseaux.
Quant à nous, retrouvez les apéros motion design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter @apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!